Et les nations. Bon, allez les amis, nous sommes très heureux de recevoir sur notre plateau Monsieur Eric Guibault. Monsieur Eric Guibault est président directeur général de la Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie, la PISAM. Bonsoir Monsieur le président Bonsoir directeur général, comment allez-vous? Très bien, merci. Bon, allez, content de vous recevoir, bonne année. Merci, vous aussi. Merci, on va dire mes vœux. Des vœux de santé. De santé. Surtout, oui. Hein, s'il y a une chose que vous devez faire l'année PISAM. prochaine, allez voir un médecin. Ça, c'est mon vœu pour vous. Non mais justement, ça peut paraître un tout petit peu... comment Non, je peux pas dire aller, voir, pas aller voir parce qu'on est malade, mais aller voir pour faire le check-up. En fait. C'est ça justement, et c'est un peu l'objectif de votre présence sur le plateau, expliquer aux gens qu'il ne faut pas toujours attendre que son véhicule, parce qu'on prend l'exemple du véhicule, que son véhicule tombe en panne avant d'aller voir le véhicule. Il faut aller vérifier que tout se passe bien, faire des visites, des révisions. Exactement. Alors, monsieur le président directeur général, ça fait quoi, on va dire, plus de 30 ans que la PISAM La existe? PISAM a été inaugurée en 1985. Donc ça fait 37 ans, 38 ans cette année 38 ans, que la PISAM existe. Comment se porte la PISAM? J'ai choisi un jeu de mots. Comment se porte la PISAM? La PISAM se porte très bien. Se porte très bien. Je veux dire, on a entamé un vaste programme de rééquipement, de rénovation de l'hôpital. Donc la PISAM se porte très très bien, vraiment. Parce que j'avoue que vous êtes passé un peu par une période où il y avait certaines récriminations à propos du lustre d'antan qui n'était plus là. Mais je crois que vous avez entendu ces paroles des uns et des autres. Et justement, c'est dans ce cadre-là que vous avez entamé ce que vous nous avez présenté tout à l'heure, ce vaste programme-là. Et on est content de retrouver une PISAM qui rayonne. C'est ça, Ouais, merci. Et merci surtout beaucoup. que c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on a assisté quand même à une flambée, sinon une montée du nombre de centres de santé, notamment dans le privé. Comment est-ce que la PISAM a vécu ces moments-là? Parce que c'est vrai que c'est venu à un moment où la PISAM était aussi jugée un peu caduque, on avait l'impression que la PISAM ne faisait plus trop d'efforts, et puis là, tout d'un coup, on a vu la PISAM sous un nouveau jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous suivez bien l'actualité, ça je peux vous dire. Un Vous tout petit suivez peu, l'actualité, oui. franchement. En fait, je vais vous révéler quelque chose. En 2014, quand je reprends les rênes de la PISAM, j'annonce à tout le monde qu'on va lever 30 millions d'euros pour réhabiliter la PISAM. Et tout le monde dit, il est fou. Tout le monde dit il est fou. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde dit il est fou, mais certains suivent. Vous allez voir qu'en 2017, en 2018, il y en a qui viennent, qui sortent de terre avec de nouvelles cliniques de bonne qualité. Et de gros investissements. De gros surtout. investissements. Et nous aussi, on a suivi. Ce n'était pas un rêve de fou quand je disais 30 millions d'euros. On a suivi, on a commencé nos travaux. Ça a pris un peu de temps parce qu'on a un hôpital qui était en fonctionnement. Donc ça a pris le temps qu'il fallait. Mais on a sorti quelque chose de bien. Alors, pour revenir à une question beaucoup plus technique aujourd'hui, qu'est-ce qui place la PISAM aujourd'hui au rang d'une des plus grandes polycliniques d'Afrique? Plusieurs choses. La capacité de l'hôpital. On a un hôpital qui a une capacité nominale de 200 lits. C'est la plus grosse capacité nominale en Afrique de l'Ouest. Hein. Vous allez au Sénégal, vous allez ailleurs, il n'y a pas d'hôpital privé de cette taille-là. Les blocs opératoires que l'on a 5 blocs opératoires, c'est une capacité qui est non négligeable. On a un héliport. Je veux dire, il y a des hôpitaux publics qui n'ont pas d'héliport. On a un héliport qui est certifié par l'ANAC. Ça veut dire qu'avec toutes les normes de sécurité qu'il faut pour qu'un hélicoptère atterrisse. Donc, je veux dire. Et puis, en termes d'équipement, vraiment, on s'est mis au top. Je veux dire, aujourd'hui, tout ce qui nous manque, c'est la radiothérapie. Sinon, vraiment, on s'est mis à niveau. Bon, je ne parlerai pas des soins de spécialité comme le robot chirurgical. Ça, c'est des niveaux qui sont encore trop élevés pour nous, je dirais, aujourd'hui, vu l'écosystème dans lequel on opère. Mais vraiment, on s'est mis dans un niveau qui est acceptable. Je veux dire, il y a des médecins de l'hôpital américain qui sont venus faire des pitchs ici, qui sont venus consulter, qui sont venus faire des opérations. Ils ont vu nos équipements. Il y a des équipements qu'ils n'avaient pas chez eux. Wow. Et c'est là qu'Isabelle, certainement, va nous parler de... Alors en fait, moi, ma question va s'orienter sur 2020. On est face à une crise mondiale, une maladie qu'on n'avait jamais vue en fait auparavant, la Covid-19. Ouais. Comment est-ce que vous avez réussi en fait à gérer cette crise sanitaire? Il y a eu plusieurs phases. Vraiment, il y a eu plusieurs phases. Franchement, cette épidémie a fait peur à tout le monde. À tout le monde. Au début, on s'est dit, attention, il faut fermer les portes, il ne faut pas que les gens rentrent ici, il faut qu'ils aillent directement au CHU de Treichville où ils sont équipés pour recevoir ce genre de patients. Et on s'est dit, non mais attention, on est un hôpital de renom, on est dans le top tiers des hôpitaux privés en Côte d'Ivoire. On ne peut pas se défiler, on ne peut pas Ce dire... serait un désaveu. Voilà, on ne peut pas dire que non, on ne prend pas en charge ces patients. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est réunis avec l'équipe médicale et avec les autorités publiques aussi. On s'est dit, OK, nous, on est prêts à recevoir des patients Covid. On a fait des aménagements qu'il fallait
dans l'hôpital étant suffisamment grand, on a pu réserver une aile entière pour accueillir les patients Covid. Mais bien sûr, il y a eu des moments où ça n'a pas suffi. Ça, faut se dire la vérité. On avait une vingtaine de lits. Il y a eu des moments où ça n'a pas suffi. Des patients attendaient aux urgences le temps qu'un lit se libère, qu'on puisse faire entrer un patient. C'était la situation qu'on a vécue à un moment. Après, c'est une crise qui a surpris vraiment tout le monde. Aujourd'hui, il est indéniable, hein, en tout cas pour ceux qui ont suivi un peu, comme vous l'avez dit, depuis 2014, moi j'ai suivi un peu quand même. Je suis d'ailleurs très ravi de retrouver le PDG. On a vu que vous avez fait beaucoup de réformes au niveau de la PISA. Est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes ces réformes, parlant de l'hélistation, l'héliport, parlant de ces robotiques que vous avez mis dans l'éducation, est-ce qu'aujourd'hui, la PISA est accessible aux citoyens lambda? On a l'impression que c'est un hôpital élitiste, un hôpital de luxe. C'est une erreur, c'est une grosse erreur. Parce que les tarifs, il faut savoir que les tarifs dans les cliniques privées sont homologués. Ok. Les tarifs sont homologués, c'est-à-dire tout le monde a le même tarif. Vous allez voir un spécialiste, la consultation c'est 17 500. Toutes les consultations, c'est 17 500 à la PISA pour les spécialistes, à part certains qui sont très demandés, qui sont à 20 000. La consultation généraliste, elle est à 15 000. Non. Mais nous, on a toujours pensé que se soigner à la PISA, c'était un luxe, c'était un hôpital de bourgeois, de riches. C'est l'image que les gens ont, mais ce n'est pas le cas. Souvent, je vous assure, des gens sont surpris de voir leurs factures. Ceux qui pensent comme vous, quand ils sortent, ils viennent dans mon bureau, ils disent, mais c'est ce que j'ai à payer? Je dis, oui, mais... Mais qu'est-ce qui a installé, selon vous, vous avez certainement mené des études, qu'est-ce qui a installé cette idée-là dans la tête de certaines personnes? C'était parce que l'hôpital était fréquenté par... Je pense que ça date du président Houphouët-Boigny. Je pense que le président Houphouët-Boigny, au début, avait voulu d'un hôpital de renom en Côte d'Ivoire. Donc en 85, quand on ouvrait la PISAM, c'était vraiment l'hôpital de renom et toutes les autorités étrangères et nationales venaient à la PISAM. Donc les gens se sont... Et c'est vrai qu'à un moment, la PISAM avait un price point qui était un peu plus élevé que les autres, en 85-90. Mais ça, en 2014, quand je suis arrivé, j'ai remis tout d'équerre. J'ai dit non, faut pas qu'on sorte du marché. Je veux dire, nous, il faut qu'on se différencie par la qualité de ce qu'on fait, de nos prestations, pas par le prix. Donc aujourd'hui, on s'est remis d'équerre. Et en 2017, on a eu l'année la plus florissante de la PISAM. On a eu un record de patients qui sont venus à la PISAM. C'est ça. Bon, je voulais juste revenir un peu en arrière parce que je sais qu'il y a quelques années, il y a un assureur qui a mis ses pieds dans le domaine des cliniques privées. Je pense qu'ils ont essayé de racheter à gauche, à droite certaines cliniques. Comment est-ce que vous, en tant que tout jeune directeur qui hérite un peu de la PISAM, de par son père, comment est-ce que vous faites pour échapper à cette OPA-là? Ouais, c'était la volonté de continuer l'œuvre de mon père. Franchement, c'est ça qui m'a guidé. Quand mon père est décédé, il avait un projet. Le projet PISAM 2.0, c'est le projet de mon père que j'ai déroulé. Il fallait lever des fonds et c'est ce que j'ai réussi à faire pour vraiment dérouler ce projet-là. Donc, c'est ça qui m'a guidé. Donc, vraiment, quand l'assurance en question venait... Je ne vais pas dire le nom de l'assurance. Pour nous dire, on veut prendre ton établissement, moi, je me dis non, c'est pas le moment. Je me sens... Une vision. J'ai une vision, je veux dire, j'ai un challenge, je veux ramener la PISAM où elle était avant. C'est ça. Maintenant, la deuxième question que j'aimerais poser aujourd'hui, après cette histoire de l'assureur, aujourd'hui, je vais prendre le nom de l'hôpital mère-enfant, qui a c'est un service social, parce que lui parlait de hôpital élitiste, tout et tout. Est-ce qu'à la PISAM, il y a un service social pour s'occuper des plus démunis? Il n'y a pas de service social, mais je vous assure qu'on fait beaucoup de social. On en fait beaucoup. Hein, il arrive que des gens se retrouvent à la PISAM en pensant arriver au CHU de Cocody. Ça nous est arrivé il y a 2 ans. Elle a dit au taxi, amène-moi au CHU de Cocody. Le taxi l'a amené à la PISAM. On a opéré la dame. Elle dit non, moi je ne voulais pas venir ici. Mais vous ne pouvez rien faire. Vous voyez? Et il n'y a pas longtemps, en fait, pour essayer de mettre... Ça, c'est les choses qu'on faisait de façon ad hoc. Pour essayer de mettre un peu de forme dans tout ça, on a fait récemment, je ne sais pas si vous étiez au courant, on a fait la journée du patient. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais pendant la journée du patient, il y avait des consultations gratuites d'une dizaine de spécialités. On a fait à peu près 150 consultations gratuites pour les moins nantis. Il faut rappeler que vous êtes un établissement privé. Je peux me tromper pour aller à la PISAM, hein, dans un taxi.
Voilà, je voudrais revenir un peu sur cette infrastructure que vous avez réalisée, qui a eu la certification de la Sodexam, les stations. Oui. Aujourd'hui, combien de personnes... Qu'est-ce qui a motivé la mise en place de cette station-là? Est-ce que c'est pas un peu pour le fun? Parce qu'aujourd'hui, quelles sont les statistiques dont on dispose qui montrent qu'il y a des malades qui sont évacués par hélicoptère? C'est combien en fait dans le pays? J'adore votre émission, je l'adore. Vous posez des questions super pertinentes. C'est un rêve. C'est un rêve. Comme on a commencé au début, en 2014, en rêvant, j'ai continué à rêver. Parce que l'évacuation héliportée, c'est l'évacuation la plus rapide qui existe. Et ça, il faut que les gens le sachent. C'est l'évacuation la plus rapide qui existe. Et donc, moi, mon rêve, c'est quoi? C'est qu'on arrive à ça en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'ambulance qui est le moyen le plus rapide pour arriver à l'hôpital. Ce n'est pas l'ambulance. Vous verrez en Europe, quand il y a des évacuations urgentes à faire, vous allez voir qu'il y a un hélicoptère qui s'est posé quelque part, qui a pris le patient, qui l'a ramené dans un CHU tout de suite. Et moi, c'est ça mon rêve. Je veux que tout le monde sache que l'évacuation héliportée est l'évacuation la plus rapide qui existe. Et je veux pouvoir le démocratiser. Je veux déjà que l'information passe. Je veux que les gens sachent combien ça coûte. Si je suis à Sini et que j'ai un problème et que je veux venir à la Pisa en hélicoptère, ça coûte combien? C'est ça. J'appelle qui? C'est ça que je veux. Est-ce qu'il y a des hélicoptères disponibles? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a une idée? Bien sûr. Il y a l'équipement, il y a la flotte d'hélicoptères. Bien sûr. Okay. Mais elle appartient à qui? Au privé ou à l'État? Il y a des privés. Mais qu'est-ce qui freine donc privés. la mise en place d'un tel projet? Bon, aujourd'hui, c'est l'information, il faut que l'information passe. Donc c'est ça notre motive. Voilà, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut que l'information passe. Et puis que les gens sachent qui est appelé, combien ça coûte. Et après, avec le nombre, on pourra réduire les tarifs. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un peu cher, mais vous savez, la vie n'a pas de prix. C'est ça. En tout cas, pour des informations complémentaires, comme on dit, priez vous rendre à la Pisa. C'est ça. Voilà, il y a des informations. Mais bon, on parle de révolution, hein, révolution technologique au niveau de la PISAM. Est-ce qu'on peut un peu expliquer à nos téléspectateurs ce que la PISAM aujourd'hui propose comme, vous en parliez un peu brièvement, pas par humilité certainement, mais est-ce qu'on peut rentrer un peu dans les détails de ce qu'on propose comme révolution au niveau de la PISAM? Aujourd'hui, on a des blocs opératoires qui sont aux standards internationaux, hein, avec des blocs ISO 7, des blocs ISO 5, c'est des normes de qualité en termes de blocs. On a des blocs opératoires ISO 5 et ISO 7. On a une salle de cathétérisme. Il y en a aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y en a 3. Excusez-nous, un professeur, cathétérisme, c'est quoi? Une salle de cathétérisme. Pour nous, les ignorants, en fait. C'est une salle de cathétérisme, c'est quelque chose qui vous permet de faire des explorations non invasives. Par exemple, vous souffrez d'hypertension, ou d'essoufflement ou douleur à la poitrine. On va vous faire un examen complémentaire qui s'appellera une coronarographie. On va regarder pourquoi est-ce que vous avez ces symptômes-là et qu'est-ce qu'il y a à faire après. C'est des choses, voilà, c'est des examens qu'on doit faire dans l'urgence. Régulièrement, ouais. Hein, et c'est des choses, on peut sauver la vie des gens. Mais vous parliez de 3, c'est 3 seulement dans le privé ou 3 3 en Côte d'Ivoire. Il y en a un dans le public, et 2 dans le privé. D'accord. Et donc voilà, donc il y a des choses assez pointues comme ça qu'on fait. On a un centre d'imagerie de dernière génération avec des équipements, je ne me pas la marque, mais des équipements d'un constructeur américain de renom, hein, avec une IRM, un scanner et une mammographie de qualité 4D de très très bonne qualité. Ne vous inquiétez pas, vous aurez pu dire le nom. Hein. On a après, Général Électrique. Voilà, mais ça va, ça évolue, ça évolue. Le concept de non, pas de publicité sur le plateau, on est en 2023, les choses évoluent. Ce qu'on voulait dire, monsieur le directeur, président directeur général, c'est quand on évoque toutes ces innovations, forcément, on se pose des questions. En même temps, vous connaissez la fameuse maxime, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vous êtes un tout petit peu au milieu du marteau et de l'enclume. Vous voyez des situations, malheureusement, en plus, vous avez un établissement à faire tourner. Parce que ces appareils dont vous parlez, ça coûte extrêmement cher. Donc, pour pouvoir les avoir, il faut avoir besoin de moyens, des moyens. Comment vous arrivez à juguler C'est un challenge permanent. C'est pour ça que vous allez voir qu'il n'y a que des médecins qui ouvrent des cliniques, parce que vous êtes dans une situation où vous devez faire du chiffre et de l'argent et des profits, mais vous voulez aussi aller le plus loin possible dans la prise en charge médicale. Parce que vous payez des médecins de qualité, vous avez du matériel de qualité, vous avez un cadre qui a besoin d'être aux normes, ça coûte. Et après ça aussi, il faut avoir... Et franchement, c'est un sacerdoce. Faire de la médecine aujourd'hui en Côte d'Ivoire,
on le fait parce qu'on aime. On le fait parce qu'on a envie de soigner les gens. On le fait parce que ça nous fait mal de voir un patient qu'on ne peut pas prendre en charge parce qu'il nous manque telle chose ou tel autre équipement. Voilà. Donc on le fait vraiment parce qu'on a cette envie d'aller le plus loin possible dans la prise en charge médicale des patients. Mais pas à perte non plus. Exactement. Oui, et vous amorcez aussi la question que je vais vous poser maintenant. Quel est votre regard en fait sur la médecine en Côte d'Ivoire et surtout sur les services, la qualité des services proposés, que ce soit dans le public et dans le privé? Franchement, je suis impressionné. Franchement, ce qui se passe aujourd'hui m'impressionne. Dans le privé, ça s'est développé à un rythme que je n'ai jamais vu en Afrique de l'Ouest. Je veux dire, il y a plusieurs cliniques qui se sont développées, mais avec des plateaux techniques de très très bonne qualité, vraiment, vraiment, et sans concurrence aucune. Moi, je suis content que ça se passe comme ça. Dans le public aussi, il y a quelque chose que le gouvernement a amorcé qui est fantastique. Quand vous regardez les hôpitaux généraux de Miyagi ou... Le programme de construction des centres sanitaires. C'est extraordinaire ce que je vois. Et quand je vois les équipements qu'ils mettent dedans, mais franchement, chapeau. Mais vous parliez justement de social. Quelle est la collaboration que vous avez avec justement le secteur public? Parce que finalement, le privé, c'est vrai, je comprends que ça s'adresse à une certaine cible et que ça soit là pour faire du chiffre. Mais derrière, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'avoir une collaboration avec les secteurs publics? Non, je pense qu'il y a la place pour faire un peu plus. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup collaboré pendant le Covid. Beaucoup collaboré pendant le Covid. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la place pour faire plus. Je dis par exemple, quand moi j'ai une salle de cathétérisme qui est ouverte 24 heures sur 24, je dis ce serait bien que si jamais le SAMU a des patients comme ça, qu'ils puissent me les amener. Oui. Parce que, voilà, je veux dire, moi j'ai des gens qui sont là en permanence. Et voilà, il n'y en a que 3 dans Abidjan. Donc je veux dire, le temps c'est important. Donc voilà, il est important qu'on puisse se travailler ensemble. Donc il y a des choses à faire. Okay. Vraiment des choses à faire. Daouda Élisée, 30 secondes s'il vous plaît. 30 secondes rapidement. La question elle est basique. Pourquoi est-ce que dans certaines cliniques, quand on s'en va, la première question, est-ce que vous êtes assuré? Ou bien quand on est assuré, automatiquement on nous fait coucher directement. Non. Mais quand on est pas... Non, je vous assure. Non, j'ai dit... Je vous ai toujours dit ce j'ai dit certaines cliniques. On m'a posé la question, on voulait me faire coucher en même temps. Mais il faut dire dans cette clinique, mais j'ai dit c'est pourquoi j'ai dit... Non, écoute, j'ai dit certaines cliniques. Parce que le truc est différent. Non, on ne fait pas ça. Nous, on ne fait pas ça. On a une éthique médicale que l'on respecte. Pourquoi on pose la question? C'est pour savoir comment on vous prend en charge. Parce que vous savez que les demandes d'autorisation sont compliquées avec les assurances et les établissements tiers payants. C'est très compliqué. En fait, c'est 2 processus différents. Voilà, donc c'est pour ça. Vous figurez de voir les cliniques ouvrir. Faut peut-être aller à la pizza, justement. Faut fréquenter la pizza prochainement. Exactement. Voilà, clinicien Daouda de vos quartiers. Voilà, PDG, vous figurez pour la 2e année consécutive dans le Ouzou, ce manuel-là qui célèbre les talents ivoiriens. Quel sentiment? Il y a la photo en illustration. Voilà, quel sentiment? Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous appréhendez cela? Non, mais beaucoup d'honneur. Vous savez, moi, je suis fier d'être un produit 100% ivoirien. J'ai été formé à l'ESCA. Et j'en suis très fier. J'ai travaillé dans des grands groupes, j'ai travaillé à Coca-Cola. J'ai fait une grande longue carrière sur Coca-Cola, qui était une bonne carrière. Et croyez-moi, personne ne nous a impressionnés parce que je venais d'ESCA, j'étais sûr de moi. On n'a pas été impressionnés. J'espère que les jeunes pourront suivre cet exemple. Voilà, on se forme très bien en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de... Il ne faut pas se laisser, il n'y a pas de complexe en fait. Il n'y a pas de complexe à avoir. Et voilà, il faut avoir confiance en soi. Donc on espère pouvoir donner des exemples comme ça à nos jeunes frères et pour que Sky soit the limit, quoi. En tout cas, bravo, bravo de figurer encore dans ce magazine. Merci. J'en prête à le dire, mais bon. On parle au nom de tout le plateau. Bon, je ne veux pas rajouter. Non, tu veux rajouter, pas de souci. Alors, donc, bravo. Merci, Brice. Merci, c'est gentil. Alors, donc là, on est d'accord, on se forme bien en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on se soigne de mieux en mieux en Côte d'Ivoire. C'est grâce à tous les efforts que vous êtes en train de mettre en place pour que les Ivoiriens puissent être mieux soignés. Je vous promets que de temps en temps, j'entends des voix dans ma tête. Monsieur le président directeur général, Éric Djibo, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous. Mon conseil, allez voir un médecin cette année. C'est important, ça. On est en fin d'année, on est en début d'année. C'est un peu la période. Et si on va laisser tomber la sortie piscine, on va laisser tomber la on va aller à la pizza. Venez, je vous fais voir un médecin. Allez voir un médecin cette année. C'est mon conseil cette année. On peut aller à la piscine, on va annuler ça. Non, c'est toi qui quand même on va aller à la piscine, on va aller voir le médecin. On va faire les deux. Donc on va faire une courte pause pour permettre donc à monsieur le directeur général, je pense, président directeur général qui est très attendu. Merci d'avoir été sur notre plateau. Merci pour votre sympathie. Merci.